Voici l'actualité des États-Unis. Au cours de la semaine écoulée, à Washington, la Maison-Blanche annonce que le président Donald Trump a opposé 2 vétos présidentiels, les premiers de son second mandat. Le premier vise un projet d'adduction d'eau potable au Colorado, adopté à l'unanimité par le Congrès et destiné à 39 communautés. Le second concerne une mesure liée à une zone habitée par des membres de la tribu Mikosuki en Floride, pour un montant de 14 millions de dollars. L'élue républicaine du Colorado, Lauren Boebert, critique publiquement cette décision, tandis que la possibilité d'un vote du Congrès pour passer outre ces vétos reste incertaine à ce stade. Toujours à Washington cette semaine, l'administration Trump ouvre un nouveau chantier politique portant sur la gestion et l'aménagement des golfs publics relevant de terrains fédéraux dans la capitale. Le dossier touche à la gouvernance locale et à l'image de Washington, sans calendrier précis ni mesures détaillées annoncées pour le moment. Le vendredi 2 janvier 2026, à Washington, la Maison-Blanche décide de reporter une hausse prévue des droits de douane. Cette décision est suivie de près par les marchés, notamment dans les secteurs de la distribution et de l'ameublement, même si les produits concernés et le calendrier complet restent à préciser par l'administration fédérale. Sur le plan judiciaire, le mardi 30 décembre, à Boston, un juge fédéral ordonne un blocage d'urgence empêchant l'expiration programmée du Temporary Protected Status, le TPS, pour des ressortissants du Soudan du Sud. Environ 232 bénéficiaires et 73 demandes en cours sont concernées. L'administration justifiait la fin du dispositif par une amélioration des conditions dans le pays, un argument contesté par les plaignants, tandis que la procédure se poursuit désormais sur le fond. Au cours de la semaine, le dossier des financements fédéraux liés à la garde d'enfants au Minnesota connaît plusieurs développements. L'exécutif fédéral annonce un renforcement des contrôles et exige un audit après des soupçons de fraude, avant de préciser qu'aucun gel de fonds n'est en cours pour l'État. Le gouverneur du Minnesota et le procureur général dénoncent une pression politique, tandis que des ressources fédérales sont mobilisées pour enquêter sur de possibles schémas de fraude aux programmes concernés. Le mercredi 31 décembre, un juge fédéral empêche l'administration Trump de réduire fortement le rôle d'une agence chargée de la médiation dans les conflits du travail, notamment lors de grèves et de litiges sociaux. La décision bloque la mesure contestée par l'exécutif, alors que des recours restent possibles dans les prochaines semaines. Le vendredi 2 janvier, à San Francisco, la Cour d'appel fédérale du 9e circuit juge que l'interdiction californienne du port d'armes en open carry dans la plupart des lieux publics viole le deuxième amendement de la Constitution. Cette restriction concernait environ 95% de la population de l'État. La Californie indique examiner ses options, ouvrant la voie à d'éventuels appels ou ajustements législatifs. À Washington, le même jour, un juge fédéral ordonne le maintien en détention de l'homme accusé d'avoir déposé des engins explosifs artisanaux près des sièges des partis démocrates et républicains, à la veille de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. La procédure se poursuit alors que l'accusation et la défense préparent les prochaines étapes judiciaires. Dans le Missouri, la semaine est également marquée par une décision de la 8e Cour d'appel fédérale qui relance, à une voix près, le recours de 2 employés d'un district scolaire. Ceux-ci contestent une formation antiracisme qu'ils estiment contraire à la liberté d'expression. L'affaire est renvoyée pour la suite de l'instruction, notamment sur les obligations liées aux fonctions exercées. À Washington, le ministère de la Justice indique par ailleurs devoir encore examiner environ 5 200 000 pages de documents liés au dossier Jeffrey Epstein. Aucun calendrier précis n'est communiqué pour l'achèvement de cette revue, dans un contexte de fortes attentes en matière de transparence. Toujours sur le terrain judiciaire, le jeudi 1er janvier, des agents fédéraux engagent une procédure contre une politique de l'administration Trump visant à limiter la couverture des soins d'affirmation de genre dans l'assurance santé fédérale. Le dossier s'inscrit dans une série de contentieux portant sur les droits des personnes transgenres, sans issue judiciaire connue à ce stade. Sur le plan diplomatique, le lundi 30 décembre, le Trésor américain annonce de nouvelles sanctions visant 10 individus et entités en Iran et au Venezuela, en lien avec des programmes d'armement et des échanges autour de drones. Washington affirme vouloir couper l'accès au système financier américain aux facilitateurs de ces réseaux, tandis que les réactions des pays concernés restent attendues. Le dimanche 29 décembre, l'administration Trump annonce également que les États-Unis ont mené une frappe contre une installation liée à des réseaux de trafic de drogue au Venezuela. Selon les autorités américaines, l'opération visait une infrastructure utilisée pour des activités criminelles transnationales. Les autorités vénézuéliennes n'ont pas confirmé officiellement l'incident,
et la date exacte de la frappe n'a pas été précisée. Le mercredi 31 décembre, Washington renforce par ailleurs sa pression sur Caracas en annonçant de nouvelles sanctions visant des sociétés et des navires liés au secteur pétrolier vénézuélien. Les autorités américaines évoquent une lutte contre l'évasion de sanctions, tandis que le gouvernement de Nicolas Maduro rejette ces accusations. Le vendredi 2 janvier, Donald Trump déclare sur les réseaux sociaux que les États-Unis pourraient agir si les forces iraniennes tiraient sur des manifestants dans un contexte de troubles en Iran. Téhéran rejette ces menaces et saisit les Nations Unies, sans précision sur une éventuelle action américaine. Sur le plan économique, le mercredi 31 décembre, le département du travail publie des demandes hebdomadaires d'allocation chômage en baisse, à 199 000, leur plus bas niveau depuis fin novembre. Les économistes évoquent un marché du travail stable, avec des effets de calendrier liés aux jours fériés. Dans le domaine de l'énergie, le vendredi 2 janvier, le groupe norvégien Equinor annonce avoir saisi la justice fédérale à Washington pour contester l'ordre du département de l'Intérieur suspendant son projet éolien offshore Empire Wind. L'entreprise demande une injonction afin de poursuivre les travaux pendant l'examen de son recours. Le samedi 3 janvier 2026, aux États-Unis, l'administration américaine annonce avoir mené une opération militaire au Venezuela. Les autorités déclarent que cette opération a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flor. L'annonce marque une escalade majeure dans les relations entre Washington et Caracas, sans précision immédiate sur l'ensemble des modalités de l'intervention. Entre le samedi 3 janvier et le dimanche 4 janvier 2026, des réactions internationales sont enregistrées à la suite de cette opération. Plusieurs gouvernements et acteurs diplomatiques expriment leur position, allant de condamnation à des appels à la retenue, tandis que des demandes de clarification sont formulées sur le cadre juridique de l'action américaine. Sur cette même période, entre le samedi 3 et le dimanche 4 janvier 2026, les autorités indiquent qu'aucun bilan humain ou matériel complet n'est confirmé immédiatement après l'opération. Les informations disponibles restent partielles et les évaluations officielles doivent encore être précisées. Les autorités judiciaires annoncent que Nicolas Maduro est attendu ce lundi 5 janvier pour une première comparution devant un tribunal fédéral à Manhattan. Les chefs d'accusation et le déroulement précis de la procédure doivent être détaillés lors de cette audience, dont les suites judiciaires et diplomatiques restent à suivre.